notre thématique, c'est la dyspraxie développementale, qu'on appelle aussi trouble du développement de la coordination. Donc, on va voir toutes ces questions de terminologie. Où est-ce qu'on en est? Est-ce qu'on parle de deux choses différentes ou est-ce qu'il s'agit de la même chose? Voilà, on va définir tout ça. Ah mince, je n'ai pas le fil de discussion. Si... J'essaye d'organiser un peu mon écran. Il ne veut pas passer par-dessus. Bon. Et celui-là, je ne peux pas le réduire. Bon, écoutez, on va commencer comme ça ira. Alors, hop. Donc pour commencer, on commence toujours par définir un peu de quoi on parle. Et aujourd'hui, donc, on parle du trouble développemental de la coordination ou dyspraxie. Donc là, je me suis inspirée du rapport INSERM qui est sorti en 2019, donc qui est vraiment récent, qui est très bien pour faire un point sur tous ces aspects toutes ces questions autour de la dyspraxie. Donc, je vous invite à aller regarder cette publication. Et donc, voilà la définition que propose en introduction et que je trouve finalement assez simple et tout à fait juste. Donc, eux, ils font, pour l'instant, on parle donc de trouble développemental de la coordination ou de dyspraxie. C'est la même chose ici. Hein. Et donc, il s'agit d'un trouble développemental. Ça, on a bien défini tout ce qui était troubles neurodéveloppementaux. Et c'est un trouble qui se manifeste principalement dans les habiletés gestuelles, ou alors parfois il parle aussi dans le rapport de motricité intentionnelle. On va voir qu'il y a vraiment cette notion de geste et cette notion d'intention qui revient souvent dans les définitions. Et puis, donc, c'est un trouble qui se traduit souvent par des difficultés d'apprentissage à l'école et des limitations aussi dans d'autres activités de la vie quotidienne, donc que ce soit à la maison ou dans les activités extrascolaires, notamment les activités sportives ou les activités manuelles. Donc, en général, la personne est jugée lente, maladroite, peu habile. Donc, voilà la définition du rapport INSERM. Donc, il y a un consensus assez large par rapport à toute la littérature scientifique qui est publiée sur le sujet. Dans le DSM-5, les troubles développementaux de la coordination font partie d'une sous-catégorie des troubles moteurs qui appartient à une sous-catégorie des troubles neurodéveloppementaux. Donc, je vous invite à regarder ma présentation qu'on avait faite en introduction, où on voit dans le DSM comment cette catégorie de troubles apparaît. Par exemple, dans la catégorie des troubles moteurs, on retrouve aussi le syndrome de Gilles de la Tourette, les tics, etc. Donc là, en tout cas, nous, on se concentre vraiment sur le trouble développemental de la coordination. Donc, le DSM, ce qu'il nous dit, c'est que l'acquisition et l'exécution d'habilités motrices coordonnées, c'est vraiment cette notion de coordination des gestes, sont nettement en dessous du niveau escompté, compte tenu de l'âge chronologique du sujet. Donc, ça, c'est notre facteur classique. Et en dépit d'occasions d'apprentissage et d'utilisation de ces habilités. Donc, ça, c'est un critère d'exclusion, c'est-à-dire que l'enfant a bien eu les occasions pour apprendre ses gestes et pour utiliser ses gestes. Alors non, dans le DSM-4, je ne crois pas qu'il figurait dans les troubles d'apprentissage. J'ai un doute, c'est vrai que là, je connais mieux ce qui relève du DSM-5. Je crois que dans le DSM-4, il constituait une catégorie aussi à part entière. Donc ici, dans le DSM-5, on est dans les troubles neurodéveloppementaux et on est dans les troubles moteurs des troubles neurodéveloppementaux. Mais je ne suis pas sûre pour le DSM-4. Donc, les difficultés se traduisent, et là, on est plus sur la notion de symptômes, par de la maladresse, donc laisser tomber ou heurter des objets, de la lenteur et de l'imprécision dans l'exécution des habiletés motrices. Donc, par exemple, pour attraper un objet, pour utiliser des ciseaux découverts, pour écrire, pour faire du vélo, une activité sportive, etc. Alors, le déficit qui est retrouvé là au niveau du critère A doit interférer de façon significative et persistante avec les activités de la vie courante qui sont appropriées à l'âge chronologique. Et il doit avoir des conséquences sur la réussite scolaire, les activités pré-professionnelles ou professionnelles, les loisirs, les jeux. Donc, évidemment, ça, c'est toujours notre critère. Il faut qu'il y ait des répercussions. Si on n'a pas de conséquences sur le quotidien, évidemment, on ne parle pas d'un trouble. Et puis, le début des symptômes se situe dans la première enfance. Là, on a notre critère classique de durabilité, de persistance, qu'on a vu aussi pour tous les autres troubles dont on a parlé. Et notre dernier critère,
va concerner plutôt ce qu'on appelle les critères d'exclusion. Donc, le déficit n'est pas mieux expliqué par une déficience intellectuelle. Donc, voilà notre critère classique, hein, et un déficit ou un déficit visuel, donc des aspects sensoriels, et n'est pas dû à une affection neurologique qui atteint les mouvements. Par exemple, une paralysie cérébrale, une dystrophie musculaire, un trouble dégénératif, etc. Donc, en général, mais on en reparlera, un bilan neuromoteur complet est nécessaire. Et c'est vrai que nous, on a déjà eu le cas, par exemple, dans notre service, d'un enfant qui venait pour une suspicion de dyspraxie, et finalement, les particularités dans toute sa motricité faisaient évoquer une atteinte neurologique qui a été confirmée ensuite par une analyse en IRM. Donc, cet enfant n'avait pas une dyspraxie, mais avait bien une problématique neurologique, en l'occurrence, qui était assez grave, puisque dégénérative. Donc, ça peut arriver, et il faut vraiment pouvoir demander un bilan neurologique complet quand les atteintes motrices sont un petit peu particulières. Et, enfin, voilà, ça dépend de ça, c'est, comment dire, ça relève de l'expertise d'un médecin spécialisé pour tous ces aspects neuromoteurs. Alors, du coup, l'infirmité motrice cérébrale, par exemple, aussi. Et c'est vrai qu'on va en parler, mais pour certains, la dyspraxie, elle est parfois un petit peu... certains, dans les cas d'infirmité motrice cérébrale, vont parler de forme de dyspraxie. Et c'est vrai que, du coup, on a des choses qui sont un peu à la frontière pour certains auteurs sur ces aspects neurologiques. Mais on va en reparler. Donc, en tout cas, voilà, nos critères classiques du DSM, on retrouve toujours un peu les mêmes choses. Nos critères de durabilité, de conséquences sur la vie quotidienne, nos symptômes qui doivent faire référence à un niveau qui est en dessous du niveau escompté. Donc, c'est pour ça qu'on fait des mesures aussi, pour aller voir par rapport à la norme comment l'enfant se situe. Et puis, nos critères de persistance, de durabilité et nos critères d'exclusion, en fait. Hein. Une déficience intellectuelle qui pourrait expliquer des difficultés sur le plan des habiletés motrices coordonnées ou un déficit sensoriel. Alors, on a plein de mots qui commencent à se dégager et on va essayer de les définir parce que souvent, donc, on a la notion de motricité qui arrive, la notion de mouvement, de coordination, de geste, etc. Donc, quand on parle de la motricité, on est vraiment sur quelque chose de bas niveau. C'est vraiment l'organisation mécanique du mouvement et du geste. Donc, on est vraiment sur quelque chose qui se joue au niveau musculaire, au niveau de l'exécution vraiment du geste. Le mouvement, donc là, il s'agit du déplacement d'un ou plusieurs segments corporels, qui peut être un mouvement dirigé vers un but, donc un mouvement finalisé intentionnel, contrairement à d'autres mouvements qui peuvent être plutôt des mouvements réflexes ou automatiques. Ensuite, on a souvent cette notion de coordination qui revient. Donc, dans la coordination, il y a une notion d'agencement, de mise en ordre des parties d'un tout selon un plan logique en vue d'une fin déterminée. Donc, on coordonne pour des mouvements finalisés intentionnels. Mais on est dans la coordination sur un niveau de complexité un peu plus important, hein, puisqu'il y a vraiment cette notion d'agencement entre différents mouvements. Et le geste, donc c'est là où on atteint encore un niveau un peu plus haut. Il s'agit donc d'un ensemble coordonné, donc on a cette notion de coordination, de mouvements volontaires, intentionnels, qui sont réalisés en fonction d'un but ou d'une action finalisée. Donc là, j'ai essayé de mettre les choses de façon un petit peu ordonnée, progressive, sur les degrés de complexité que ça va demander pour la personne. Donc le geste, on est déjà à un degré de complexité un peu plus important. Pour aller enfin sur les praxis. Alors, les praxis, il existe plusieurs définitions. Et donc, je vais vous en présenter 3, hein, selon un peu des époques différentes, vous voyez, mais des conceptions aussi parfois un peu différentes. Donc, Piaget, en 1960, nous disait les praxis, c'est un système de mouvement coordonné en fonction d'un résultat ou d'une intention. Donc, on est sur quelque chose d'assez proche du geste. Dans les années 80, d'autres auteurs ont défini les praxis comme une habileté permettant au cerveau de concevoir, d'organiser, de réaliser des interactions intentionnelles directes avec le monde physique. On a toujours cette notion d'intention qui est présente. Et ici, il y a quelque chose de l'ordre de l'organisation, de la conception du geste.
qui s'ajoutent dans cette définition. Et puis, j'ai rajouté aussi la définition de Leroy-Malherbe en 2006, parce que cette définition, elle a une particularité que lui va vraiment se centrer sur la représentation en mémoire, hein, finalement. Donc là, dans les praxis, pour cet auteur, il y aurait quelque chose de très lié à la mémoire, la représentation stockée des mouvements appris. Donc, il y a pas mal de définitions pour les praxis. On est en tout cas dans quelque chose qui est proche du geste et dans une approche qui est finalement cognitive autour du geste. On est dans un cadre neuropsychologique ou cognitif, en tout cas, qui permet d'aller vers cette notion de geste en tant que fonction en fait, cognitive du sujet. Et le mot praxie, en fait, est lié au concept d'apraxie et de dyspraxie. Donc, d'apraxie chez l'adulte, donc ça, c'est quand ça fait suite à des lésions cérébrales, et de dyspraxie chez l'enfant, quand il s'agit donc d'un trouble développemental. Donc, la dyspraxie, je vous ai mis à nouveau plusieurs définitions, j'en ai choisi deux, celle de Mazot, Michel Mazot, et celle de Flessas et Lussier, donc qui sont des auteurs qui ont une grande influence dans la neuropsychologie clinique pour tout ce qui concerne les dyspraxies. Et donc, Mazot, par exemple, va définir les dyspraxies comme des troubles spécifiques, donc qui ne touchent pas l'ensemble des gestes, mais qui prédominent nettement, voire exclusivement, sur les gestes appris au cours de tâches complexes qui nécessitent une suite de gestes organisés spatialement. Donc, pour Michel Mazot, il y a vraiment cette notion de geste appris, en fait, hein, donc de quelque chose qui requiert, qui fait suite à un apprentissage explicite. Et puis pour Flessas et Lussier, on parle donc de troubles d'acquisition des gestes, donc il y a vraiment aussi cette notion d'apprentissage. Donc un trouble de l'acquisition des gestes au cours de l'apprentissage de tâches motrices nouvelles ou inhabituelles, et dans l'élaboration de séquences gestuelles. Donc il y a toujours aussi cette notion de séquence, de gestes organisés, de séquence, de quelque chose d'un peu complexe, on va dire, et qui se traduit par une incapacité à planifier, organiser, coordonner des actions nouvelles en séquence. Donc, il y a aussi à chaque fois là, cette notion d'organisation du geste. Donc, des définitions qui se regroupent, qui se recoupent, qui se chevauchent, mais voilà, avec toujours des concepts qui reviennent sur cette notion donc, de geste complexe, d'intention, d'organisation, de planification, de coordination du geste. Alors, la terminologie des dyspraxies, elle a beaucoup évolué. Et donc, au départ, dans les années, il y a un peu plus d'un siècle, au début du XXe siècle, les premiers termes qui sont sortis, c'était cette notion de débilité motrice ou ensuite d'enfant maladroit, de maladresse. Progressivement, il y a la notion d'apraxie qui est apparue et puis qui a ensuite donné la notion de dyspraxie. Donc, apraxie développementale ou congénitale qui est devenue ensuite dyspraxie. Donc, les choses ont continué d'évoluer. Il y a d'autres termes qui sont apparus. Et puis, dans les premières versions donc, du DSM, on commence à parler donc, de troubles d'acquisition de la coordination. Donc, il y a vraiment cette notion de coordination qui commence à apparaître. Dans la CIM-10, on est dans plutôt une notion de trouble spécifique du développement moteur. Donc, ça, c'est notre terminologie dans la CIM-10. Et puis là, donc plus récemment, donc le DSM-5 qui parle en fait de troubles développementaux de la coordination. Finalement, c'était déjà les définitions, c'était déjà les termes qui étaient utilisés dans le DSM, mais qu'en français, on avait traduit par trouble de l'acquisition de la coordination. Et que finalement, on a retenu comme traduction dans le DSM-5 trouble développemental de la coordination. Mais c'était déjà Developmental Coordination Disorder dans d'autres versions du DSM. Et la CIM-10, la CIM-11, pardon, en fait, s'est rapproché de ce que disait le DSM-5 en parlant aussi de troubles développementaux moteur, de la coordination motrice. Pardon. Donc, eux, ils ont rajouté cette notion aussi de coordination dans la CIM-11. Et donc, finalement, les choses se rejoignent pas mal avec le DSM-5. Mais est-ce que, du coup, il s'agit de deux entités différentes ou est-ce qu'on parle d'une même entité clinique quand on parle de dyspraxie ou de trouble du développement de la coordination? Donc, le trouble du développement de la coordination, c'est vraiment le terme qui est reconnu internationalement
voilà, qui fait le plus consensus et qui est notamment utilisé dans les études. Donc, si vous voulez faire des recherches sur des documents scientifiques autour de la dyspraxie, il vaudra mieux taper dans vos mots-clés Coordination Developmental Disorder si vous voulez voilà, retrouver des articles sur le sujet. Et finalement, le terme de dyspraxie a plutôt un usage dans le champ social. Donc, les professionnels de santé utilisent aussi ce terme, mais aussi au niveau associatif, sur le plan scolaire, etc. Sauf que nous, ce qu'on va se demander ici, est-ce qu'il s'agit de la même chose ou est-ce qu'on parle finalement de deux entités différentes? Donc, en fait, j'ai pris ici ce qu'a décrit Costini et collaborateurs en 2013, pour qui il s'agit de deux entités distinctes. En fait, eux, ce qu'ils ont noté, c'est que quand on parle de praxie, on se réfère vraiment à cette notion de geste, comme on l'a vu dans nos définitions. Donc, qui se réfère à une coordination volontaire d'un ensemble de mouvements qui aboutit à la production d'un projet moteur finalisé. Donc, avec ou sans signification, mais en tout cas avec une intention. Alors que pour ce qui est de la coordination motrice, on va plutôt, ce qui est central, c'est se référer au mouvement, donc qui lui s'effectue sous la commande motrice des muscles, mais des mouvements que l'on doit coordonner. Dans le cadre des praxies, on est vraiment sur une notion d'apprentissage, comme le disait Michel Mazot, Flessas et Lussier, un apprentissage qui aboutit ensuite à une inscription cérébrale, c'est-à-dire que l'apprentissage finalement s'automatise et s'enregistre et mémorisé en fait dans le cerveau. Et donc un apprentissage qui aboutit à une inscription cérébrale d'une préorganisation de l'action. Donc quelque chose qui est spécifiquement humain avec une dimension culturelle, avec la notion de geste appris culturel aussi, et des gestes du coup qui peuvent varier d'une culture à une autre. Alors que dans le cas de la coordination motrice, on va être plutôt sur une notion de maturation des systèmes sensorimoteurs, donc une maturation finalement naturelle, alors qui se fait bien sûr en lien avec la stimulation et l'expérience, mais qui est aussi programmée génétiquement. Dans les praxies, on fait référence à des configurations finalement de mouvements, à des gestes inédits donc on apprend. Et dans la coordination motrice, il s'agira plutôt de patrons de coordination. Bon, là, la distinction est un peu subtile, mais en tout cas, voilà, là, c'est plutôt la notion d'action programmée, alors qu'ici serait plutôt la notion d'action régulée. Donc, on va ajuster, qu'on va réguler en fonction de notre geste. Et donc, les praxies se jouent plutôt au niveau de la conception et de la planification du projet moteur. Et dans la coordination motrice, on serait plutôt au niveau de la commande et de la régulation, donc, comme on le disait ici, de la réalisation du geste. Et puis, la notion au niveau développemental, pour les praxies, c'est plutôt une notion d'augmentation quantitative et qualitative du répertoire des gestes symboliques, du répertoire d'interaction avec les objets, en grandissant les expériences qui se diversifient et les apprentissages donc, qui augmentent. Et puis, pour la coordination motrice, on est plutôt donc, dans un développement psychomoteur par stade, qui est considéré par stade. Donc ça, c'est une façon de voir les choses de la part de Costini et collaborateurs en 2013. Pour d'autres auteurs, en fait, les dyspraxies, du coup, constitueraient un sous-groupe des troubles du développement de la coordination. Donc, c'est comme si ce serait une forme particulière d'un trouble développemental de la coordination. Donc, la coordination, c'est une notion qui peut du coup s'appliquer à l'ensemble de la motricité attentionnelle. Et les praxies vont nécessiter de la coordination, mais vont concerner des gestes appris, des gestes culturels. Donc, les praxies feraient partie finalement, nécessiteraient des capacités de coordination, des habiletés de coordination motrice, et donc feraient partie des troubles du développement de la coordination. Et puis enfin, pour d'autres auteurs, il s'agit de deux termes équivalents. En fait, ces auteurs-là vont un petit peu dénoncer le fait qu'en multipliant les termes et en définissant pas toujours très bien les frontières de ces termes-là, on nuit finalement à la reconnaissance de ces troubles. Et il y a une harmonisation qui est nécessaire. Et donc finalement, et c'est notamment la position des auteurs dans le rapport INSERM, finalement, il vaut mieux essayer d'aller vers quelque chose qui s'harmonise entre toutes nos considérations. Entre donc dyspraxie et TDC, et la dyspraxie donc qui sont plutôt
sur des publications très francophones. Donc, l'idée aussi, en disant qu'on a deux termes équivalents, c'est de se dire qu'il faut aussi considérer les troubles du développement de la coordination comme étant des dyspraxies. Et finalement, on va utiliser l'un ou l'autre des termes selon le contexte. Hein, comme on disait, si on s'adresse à des associations, à des enseignants, peut-être que le terme de dyspraxie va être plus parlant. Mais c'est vrai que le consensus international est plutôt autour du terme de trouble développemental de la coordination. Donc voilà, pour résumer, on peut soit les considérer comme deux entités distinctes, soit considérer que les dyspraxies font partie des troubles du développement de la coordination. Ah oui, d'autres auteurs les ont considérés aussi dans le champ de ce qui a été appelé donc une incapacité d'apprentissage moteur, qui constituait une catégorie diagnostique, mais il y a de ça déjà de nombreuses années. On la voit apparaître, incapacité d'apprentissage non verbal, elle disait, qui est apparue donc dans les début des années 70. Pardon, j'ai vu qu'il y avait une question. Donc oui, bah voilà, vous avez vu, donc, Shaima, la différence entre TAC et dyspraxie. Voilà, nous, en France, c'est vrai qu'on utilisait pas mal ce terme de TAC, donc de trouble d'acquisition de la coordination. Et puis là, depuis 2015, depuis le DSM-5, et en plus, comme la CIM 11 a repris aussi cette notion, on va plus parler donc de trouble développemental de la coordination. Mais effectivement, l'ancien terme était plutôt celui de TAC. Et puis le terme de dyspraxie qui avait plus un usage dans le champ social. Alors, c'est le cortex moteur qui envoie cette commande, mais on va voir que, vous allez voir, on va en parler, hein, il y a beaucoup de zones cérébrales et de fonctions cognitives qui sont mobilisées. On va en parler. Je ne sais pas si vous avez aussi déjà entendu parler, je peux faire un petit aparté là-dessus, du syndrome de Gerstmann développemental. En fait, le syndrome de Gerstmann, donc c'est un syndrome, c'est suite à une atteinte neurologique. Les patients vont présenter 4 types de troubles. Une incapacité de reconnaissance digitale, donc sur leurs doigts. Donc, ils ne vont pas être capables de reconnaître, de distinguer, de dissocier, enfin, quel est le doigt, en fait, hein, vraiment la gnosie digitale, on appelle ça. Que ce soit d'ailleurs sur leur propre corps ou sur le corps des autres. Savoir voilà, lequel est l'index, lequel est le majeur, l'annulaire, etc. Pas seulement dans les noms, mais aussi dans l'attribution, en fait, et dans une espèce de stabilité sur la reconnaissance des doigts. L'autre symptôme, c'est qu'ils vont avoir une indistinction droite-gauche, donc c'est-à-dire des difficultés à repérer droite et gauche, une dysgraphie et une dyscalculie. Donc finalement, on a pas mal de choses qui rejoignent ce qu'on retrouve aussi dans les dyspraxies ou dans les TDC, dans les troubles du développement de la coordination, qui sont d'ailleurs souvent associés à des dyscalculies, qui concernent souvent les gestes de l'écriture et qui amènent à des particularités sensorimotrices. Sauf qu'il faut quand même savoir que cette notion de syndrome de Gerstmann, dans une perspective développementale, elle a été beaucoup remise en cause. En fait, je me permets d'en parler parce que j'en ai entendu parler il y a encore pas très longtemps, où un professionnel me demandait « Est-ce que vous ne pensez pas que c'est un syndrome de Gerstmann développemental ?» J'en ai reparlé donc avec la chef de mon service qui est neuropédiatre, voilà, de savoir un peu ce qu'elle en pensait, cette notion de syndrome de Gerstmann développemental, et elle me l'a bien redit, et c'était mon impression aussi. Le syndrome de Gerstmann, c'est vraiment une entité à part entière qui fait suite à une lésion cérébrale, et on est dans quelque chose de différent de la dyspraxie. Mais on voit bien, quand on voit les symptômes du syndrome de Gerstmann, que c'est sans doute des fonctions cérébrales, neuropsychologiques, qui sont assez similaires, assez communes avec celles qui sont touchées dans la dyspraxie ou le TDC. Alors, est-ce qu'il y a des problèmes au niveau de la plaque motrice ? Alors, agnosie digitale, pardon, je reprends les questions dans l'ordre. Dans certaines formes d'aphasie aussi, alors dans certaines formes d'aphasie, peut-être oui, dans certaines formes d'atteinte neurologique, où on se retrouve aussi avec des agnosies digitales,
C'est vrai qu'il peut y avoir des tableaux cliniques là-dessus. Je suis moins spécialisée puisque je suis vraiment spécialisée plutôt sur les troubles développementaux. Mais sans doute qu'il y a des tableaux suite à des lésions cérébrales où on peut retrouver des atteintes du langage oral et puis des atteintes de reconnaissance. Alors, il faudrait savoir, est-ce qu'il s'agit de problèmes pour accéder au nom des doigts, donc là, de quelque chose de très langagier, ou de quelque chose de très gnosique, donc qui fait plutôt référence à la reconnaissance visuelle. Voilà, je ne saurais pas vous répondre plus que ça. Est-ce qu'il y a des problèmes au niveau de la plaque motrice? Alors, je ne sais pas trop ce que vous entendez par plaque motrice et quels sont les chevauchements avec les problèmes de dysgraphie et l'IMC. On va en parler de la dysgraphie et on va en parler de l'infirmité motrice cérébrale. A priori, l'infirmité motrice cérébrale, on considérerait donc que c'est une lésion cérébrale. Donc, on a effectivement des troubles de la coordination, des troubles des praxies. Mais est-ce qu'on va les appeler dyspraxie? Est-ce qu'on va les appeler TDC? Le DSM-5 nous dit on ne parle pas de trouble développemental de la coordination s'il s'agit d'une paralysie cérébrale, ce qui est le cas dans l'infirmité motrice cérébrale. Mais vous allez voir, pour certains auteurs, la frontière n'est pas si nette. Mais on va en parler. Voilà donc pour nos considérations. Et voilà, donc finalement, la position des chercheurs dans le rapport de l'INSERM et puis la position qu'on va adopter, nous, ici, c'est de considérer qu'on parle à peu près de la même chose. On va voir des différences subtiles, mais voilà, on va considérer qu'on parle de la même chose. On va retenir plutôt cette approche-là. Ah oui, de la commande motrice. Oui, tout à fait. Plutôt que plaque motrice, c'était peut-être ça, oui, que vous vouliez dire. Et commande motrice, effectivement, on va voir qu'il y a cette notion à chaque fois d'intention, donc de commande. Dans les praxies, on a aussi donc cette notion de planification, d'organisation, etc. Donc oui, il y a aussi quelque chose qui se joue à ce niveau-là. Et on va voir que voilà, ça pose question et que ça peut amener à peut-être des classifications différentes de ces troubles. Peut-être différents types de troubles selon s'ils touchent par exemple la commande ou plutôt un aspect d'exécution, etc.